Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Enki Bilal et Patrick Guiguer pour une discussion autour de la science-fiction. Alors Enki Bilal explore ce genre depuis ses débuts dans ses albums, mais aussi dans ses films, et il projette souvent ses narrations dans un futur qui est très proche de nous, et il aborde des réalités et des questions qui sont liées à l'avenir de l'humanité, que ce soit le rapport entre les hommes et leur environnement, le cosmos, la métamorphose. Patrick Guigard, lui, est spécialiste de science-fiction. Il est l'auteur de nombreux écrits sur le sujet. Il a été directeur artistique notamment du Festival des Utopiales à Nantes et a été commissaire d'exposition sur la science-fiction. Il s'apprête aujourd'hui à quitter la direction du lieu unique à Nantes pour devenir directeur général de Plateforme 10 à Lausanne, qui rassemblera plusieurs musées. Bonjour Enki, bonjour Patrick, merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour vous qui nous regardez, vous pouvez prendre part à la discussion en nous envoyant vos messages, en nous posant vos questions en commentaire, et je les relayerai ensuite au fur et à mesure de la discussion à Enki et à Patrick. Si tout le monde est prêt et bien installé, on va pouvoir démarrer. Et peut-être que logiquement, la première question que je vous pose, c'est celle de vos rencontres. Je crois que vous vous êtes déjà croisés, Enki et Patrick. Oui, on s'est croisés, c'est le terme qui convient. On s'est croisés, mais il y a très longtemps, c'était aux Utopiales de 2000, 2001. 2000. 2000. J'avais été invité, un des invités d'honneur, j'avais fait l'affiche. Et puis on s'est recroisés ou pas, je ne sais même pas. Le problème, c'est même pas ça en fait. Le problème, c'est que c'est pas un problème d'ailleurs, c'est qu'on fait un cheminement qui fait que nous sommes en parallèle, que quelque part, d'une certaine façon, on ne se quitte pas puisqu'on est tous les deux motivés, passionnés par le regard vers l'avant, voilà, dit de manière très très générale. Hein. Et en fin de compte, je pense que l'échange qu'on va avoir, il est d'un naturel absolu. Hein. C'est quelque chose c'est comme si on reprenait une conversation qu'on avait déjà commencée, alors qu'on va la faire pour de bon et pour la première fois ensemble. C'est vrai. Et moi, évidemment, alors quand on parle à un créateur, on le croise souvent avant de le rencontrer, ou on le rencontre avant de le croiser plutôt, à travers son œuvre. Hein. Donc, j'ai évidemment rencontré Enki Bilal à travers son œuvre. Et en fait, en étant plutôt jeune enfant, puisque mes premiers émois en lien avec la science-fiction, je les ai connus entre autres avec la collection Mille Soleils chez Gallimard. Et là, Enki Bilal, qui était peut-être un peu moins célèbre à l'époque qu'il a été après La Force immortelle, enfin toute l'œuvre que l'on connaît de lui, faisait des illustrations qui aujourd'hui encore sont vraiment totalement hors du commun et qui me transportaient en fait. Et il y a des grands classiques de la science-fiction, Bradbury, H.G. Wells et bien sûr Jules Verne. Alors ça, c'est intéressant effectivement de parler de cette collection parce que ça a été je crois, une collection qui a formé énormément, une grande part de la jeunesse à l'imaginaire de la science-fiction, avec effectivement des textes. Moi, quand on m'a proposé de faire les couvertures, Mille Soleils, ensuite il y a eu Folio Junior, mais tout ça c'est la même, c'est Gallimard, et mais j'étais fou de joie, en même temps extrêmement angoissé à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui a compté énormément pour toute une génération, parce que finalement, les grands textes, alors tu as cité Jules Verne, tu as cité Bradbury, Van Vogt, Wells, Van Vogt pas sûr, hein, mais Wells sûr, ce sont quand même les piliers adoubés hein, par la culture officielle. Il y a ça aussi, il faut quand même, on en parlera aussi, hein, du fait que la science-fiction est une littérature un peu marginale, a souvent été considérée comment dire, je dirais presque pas à la hauteur de la véritable littérature. Donc moi, je pense que c'est tout le contraire, qu'elle dépasse la véritable littérature, qui va même beaucoup Oui, plus c'est ce qu'on loin. appelle, nous, la littérature blanche, la littérature qui n'est pas la science-fiction, un peu de façon Voilà. péjorative. Oui, mais ils doivent s'en mordre les doigts, ces gens-là, aujourd'hui, parce que le monde dans lequel on vit, nous, il nous a préparés à le vivre, et eux, ils doivent être extrêmement déstabilisés. Donc, en tout cas, voilà, je reviens à cette idée de cette collection très, très, très importante qui est marquée dans les années 70, littéralement 80, début des années 80, la littérature jeunesse, mais qui a donné une grande fenêtre très prestigieuse à la science-fiction de très, très grande qualité. C'était un directeur de collection qui était absolument formidable, dont malheureusement j'oublie le nom, là j'ai un trou, j'espère le retrouver avant la fin
de notre entretien. On Donc a voilà, déjà... pour dire simplement voilà, on a été nourri. Alors moi avec un âge plus grand que Patrick, hein, moi j'étais à l'œuvre, j'étais jeune dessinateur, mais j'étais à l'œuvre de la représentation d'une couverture emblématique de chacune de ces œuvres. Mais en tout cas, on a été tous les deux nourris et fascinés et formés, quelque part, notre esprit a été formé à l'imaginaire, à l'ouverture sur le futur, cette fenêtre qui fait souvent peur. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la science-fiction a été souvent décriée. On disait, voilà, c'est de l'imaginaire, ça ne peut pas exister. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ça existe bel et bien. Ce qui était important, on ne va pas parler de cette collection pendant tout l'entretien, rassurez-vous, mais ce qui était quand même important, c'est que ces images, elles étaient ultra contemporaines. Hein. Elles ont par ailleurs très bien vieilli. Hein. J'ai encore regardé là aujourd'hui pour m'en assurer. Et en fait, elles donnaient accès véritablement à des textes qui étaient des textes qui étaient anciens, qui étaient des textes des années 30, des textes même du 19e siècle, que des gens de 9, 10, 11 ans n'avaient pas nécessairement lire sous un autre format. Donc ça, c'était quand même une espèce de tour de force avec une illustration, d'arriver à capter l'imagination et de permettre de lire des choses quand même. Enfin, je veux dire, Jules Verne, ça ne se lit pas tout seul, H.G. Wells non plus. Hein, c'est même pas, c'est parfois un peu aride. Et là, c'était vraiment assez incroyable. Quoi. Je veux dire, moi, je me souviens que j'ai vraiment rencontré la science-fiction, entre autres, avec cette collection et avec les œuvres de Henke. Et justement, on a déjà employé là à de nombreuses reprises le terme de science-fiction. Vous êtes déjà chacun un petit peu rentré dans le détail de ce que ça peut vouloir dire pour vous. Mais peut-être que ce serait bien que chacun vous donniez votre définition de ce terme, qu'on puisse par la suite mieux comprendre vos positions sur le sujet. Je veux bien commencer. Moi, j'ai pas de définition. Moi, le terme me gênait, même au bout d'un moment, me finissait par me gêner parce que précisément, il renvoyait toujours à ce côté un peu marginal ou pas très sérieux, alors que c'est absolument tout le contraire. Ça peut être délirant, mais c'est souvent extrêmement sérieux. Et pour moi, c'est plus important et plus sérieux et plus puissant qu'une autofiction, alors que l'autofiction c'est lettre de noblesse aujourd'hui en littérature. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que la science-fiction, pour moi, c'était ce regard, cette culture dont on vient d'évoquer les origines hein, avec cette collection, et puis tout le reste, c'est une façon de regarder, c'est de se donner la possibilité d'imaginer, de penser ce que l'on vit en tant qu'être social, individu, dans un pays, dans une ville, dans un pays, sur une planète. Ça, c'est-à-dire la notion de planète est extrêmement importante. Il ne faut pas la perdre de vue. Et c'est à partir du moment où on prend conscience réellement de ce qu'est la planète, et y compris surtout de sa position dans l'espace, dans le système solaire, dans la galaxie, etc. C'est pas vain ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui donne la notion de l'infiniment grand, infini, hein, le terme infiniment c'est ça, de l'espace. Et ça, c'est une notion que les gens qui ne comprennent pas la science-fiction, qui ne l'adoubent pas ou qui ne l'acceptent pas, n'ont pas. Ils n'ont pas la notion de ce qu'est la planète. Je crois que si on faisait un sondage, on serait sidéré par le manque de connaissances des humains sur leur planète et sur la position de cette planète. Alors, moi, c'est quelque chose qui a compté très vite. Et ensuite, évidemment, la vie sociale, la vie de l'actualité amène, l'histoire qui se développe, amène à se poser des questions sur le présent, le passé qui s'écoule, le présent qui se vit, et du coup, que va devenir cette zone qui est devant nous, qui est une zone où tout peut s'imaginer, mais où, en même temps, beaucoup de choses sont liées à la conjugaison du présent et du passé. Voilà, donc c'est une mécanique presque intellectuelle, et elle vient de cette collection notamment. Alors pour moi, la science-fiction, c'est vraiment un outil d'exploration du réel. Je pense qu'on pourra en reparler, mais c'est ce pas de côté que l'on fait par l'extrapolation, si on veut, quoi. Donc ça, c'est quand même très important pour nous donner une perspective, évidemment par la fiction, que l'on n'aurait pas
avec la futurologie, par exemple, qu'on n'aurait pas avec un propos qui se prendrait nécessairement au sérieux, puisque la science-fiction ne sert jamais à voir l'avenir. Hein. Parfois, ça arrive, mais ce n'est pas le but de la science-fiction. Moi, j'ai une définition, puisque j'ai dirigé un musée de la science-fiction, le seul musée public, le seul musée aujourd'hui, je crois, au monde de la science-fiction, la Maison d'Ailleurs, en Suisse. Et le premier directeur et le fondateur de la Maison d'Ailleurs, Pierre Versin, qui était un résistant français, qui avait été déporté dans les camps et qui s'est ensuite... qui a eu une vie vraiment difficile, en tout cas dans sa jeunesse, et qui, dans les camps, a eu l'impression d'être dans une utopie concrétisée. Et en fait, lorsqu'il s'est retrouvé en Suisse au sanatorium, il a commencé à collectionner de la science-fiction et il a développé un corpus, c'est le premier vrai érudit sur la science-fiction, et il a, puisqu'il s'intéressait à ce domaine-là, réussi à trouver une définition. Et pour lui, la science-fiction, c'est ce qu'il appelait la conjecture romanesque rationnelle. Ce n'est pas très compliqué, en fait. C'est un propos conjectural, c'est-à-dire qu'un propos d'extrapolation, si on veut, c'est une distanciation par rapport au réel tel qu'on le connaît, romanesque, puisque c'est de la fiction, voilà, et rationnel, parce qu'on suit les lois de la raison telles qu'on les connaît aujourd'hui. On n'est pas dans le fantastique. On n'est pas, c'est pas votre grand-mère qui se réincarne dans votre chat et commence à vous parler. Ça, c'est du fantastique. Par contre, si votre chat vous parle parce que vous avez développé un ordinateur surpuissant à partir, peu importe l'explication, même si c'est farfelu, mais s'il y a une explication qui est pseudo-rationnelle, pseudo-scientifique, on est dans la science-fiction. Donc voilà, on est dans une œuvre de fiction extrapolative qui suit les lois de la raison. On n'est pas dans le merveilleux non plus, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, qui pour le coup est une distanciation extrême par rapport à ce que l'on connaît. Voilà, dans le Seigneur des Anneaux, personne ne s'étonne qu'il y ait des dragons, puisque c'est le monde dans lequel ils sont. Et c'est très intéressant, cette notion de cette façon de penser presque une théorie littéraire, hein, dans un contexte aussi terrifiant et terrible qu'un camp de la mort. C'est-à-dire que c'est vraiment une affaire intellectuelle entre soi et soi. Et c'est une façon de se refermer sur soi. Alors, dans un contexte qui doit aider, entre guillemets, je mets évidemment aider, qui doit, dans la douleur, dans la détresse, dans l'horreur absolue, doit aiguiser. On sait tous que, d'ailleurs, c'est très étrange, mais on sait que en temps de guerre, et moi récemment, la dernière des guerres que moi j'ai connues, j'en ai pas connu directement, mais je l'ai connue un peu en parallèle, c'est celle de l'éclatement de la Yougoslavie, par exemple. Et quand je suis allé retourner à Sarajevo, je suis allé souvent à Sarajevo, puis après à Belgrade. À Sarajevo, j'ai vu la dépression de ceux qui avaient vécu la guerre lorsque c'était arrêté, parce que le temps de guerre leur donnait une énergie intellectuelle incroyable. Il y avait une créativité absolument incroyable de la part de tous ces gens, artistes ou pas, alors qu'ils prenaient un risque en traversant le boulevard des Sniper Alley ou qui simplement sortaient pour faire des courses et risquer leur vie. Et dans ces conditions d'extrême violence, leur cerveau fonctionnait d'une manière assez puissante et imaginait. Donc l'imagination, la culture, la création, la créativité étaient très importants. Donc quelque part, ça rejoint, évidemment, les choses ne sont pas forcément au même degré, mais ce camp de la mort où on peut, ou effectivement, ceux qui ont la capacité à se réfugier, à aller chercher peut-être dans les tréfonds du cerveau, la capacité à imaginer quelque chose, un monde, une mécanique de l'humain, parce que finalement, l'humain, même entouré d'inhumains dans ce camp-là, on est quand même confronté à soi-même et donc, cette espèce de projection toujours vers le futur, hein, alors lié le terme science-fiction, il y a le terme science qui perturbe, effectivement, mais on peut, sans la science, effectivement, imaginer quelque chose qui serait de l'ordre du futur. Et ensuite viennent tous les éléments du réel. Et là, on est en pleine pandémie. Donc, le réel, c'est une forme de réalité médicale, scientifique qui nous est révélée par l'intrusion
d'un être absolument invisible et absolument invisiblement terrifiant, mais qui fait des ravages. Donc ça, on est aussi dans un contexte qui, il y a 1 an, pour beaucoup, aurait valu des sarcasmes. On aurait dit, mais votre histoire de pandémie, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas exister. Donc, moi, ce qui me fascine dans l'idée de science-fiction, c'est que c'est quelque chose qui peut démarrer dès demain, ou dans l'instant qui va suivre le moment où on va couper notre connexion. Il peut nous arriver à chacun quelque chose de parfaitement incontrôlable. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand tu dis dans un article qui apparemment est assez célèbre que la science-fiction n'existe plus parce que nous sommes dans un monde de science-fiction, il y a vraiment cette impression, et enfin, je le disais hors caméra avant que cet entretien commence, lorsqu'on faisait les tests, avoir cette discussion non pas dans ton exposition qui n'est pas ouverte aujourd'hui, donc on ne doit pas trop parler, mais par visioconférence, c'est hautement bilalien. Et c'est vraiment le monde tel qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Et c'est intéressant de voir que ça prend une forme qui a été très peu explorée en fin de compte. Hein. Cette idée qu'on reste chez soi, que tout passe par les commandes, sur Internet, etc. En tout cas dans les pays industrialisés, hein, que le divertissement, il se rabat complètement sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes voilà, de télévision en ligne, etc. C'est quand même assez fascinant. Et le réel est tellement étrange aujourd'hui que c'est vrai, faire de la science-fiction, et quand on en parle avec les experts de science-fiction, il y a une forme de paralysie, si on veut, du domaine. Et l'une des raisons peut-être pour laquelle aujourd'hui, dans les imaginaires, à la fois le fantastique, le merveilleux et les films et de super-héros ont pris un peu le dessus au niveau du grand public, c'est que c'est quand même, il paraît compliqué d'arriver avec des idées qui soient plus folles que ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on va... ce qui va se passer après cette pandémie va être potentiellement intéressant, voire effrayant, parce que les gens on va sortir de cette épreuve bien plus transformée que l'on l'imagine, je pense. Il y a entre autres, pour la question, moi, qui travaille dans le domaine culturel, hein, j'organise des spectacles, des expositions, etc. La lassitude face à la culture patrimoniale ou la défection face à cette culture patrimoniale, elle a été vraiment mise en lumière par cette pandémie. Et peut-être que dans 25 ans, toute la culture, c'est l'opéra, quoi. En gros, c'est comme à l'opéra. C'est 0,5% de la population qui va dans les musées et qui va voir des concerts en direct, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, ce n'est pas un jugement, mais pour beaucoup de gens, voir des artistes qui font de la musique en ligne depuis chez eux, c'est avec une communauté de gens qui posent des questions ou interagissent, etc., comme peut-être les gens vont interagir et nous poser des questions maintenant, ou d'ici un moment, c'est une expérience qui est tout aussi valable que d'être dans une salle de concert. Et ça n'a pas beaucoup été décrit. On parle beaucoup de la science-fiction comme, et même pour Enki Bilal, hein, et ça a été le cas d'avoir des fulgurances comme ça, ou des prémonitions, des choses justes. On ne parle pas des choses fausses, mais il y a beaucoup plus de choses fausses dans la science-fiction, bien sûr, comme par exemple, voilà, le téléphone portable, ça a été extrêmement peu imaginé, voire pas imaginé dans la science-fiction. Si vous regardez toute la science-fiction jusqu'à les années 90, tous les trucs qui se passent en 2025, 2040, 2050, voilà, personne ne peut se contacter en temps réel, personne ne peut avoir accès à des réseaux extrêmement développés, etc. C'est très rare, en tout cas. Oui, on avait davantage à ce moment-là tendance à dire que ça se passait par télépathie. Hein. Absolument. Ouais. On communiquait par télépathie et on n'avait pas pensé à cet objet comme ça qui pouvait. Et alors, moi, évidemment, alors la pandémie, évidemment, c'est comme
comme une espèce de pied de nez quand même du réel qui nous surprend, qui nous tire. Alors je ne veux pas tomber dans l'histoire de c'est la nature qui se venge et qui tire d'une sonnette d'alarme, mais la pandémie, par exemple, c'est un thème qui est très récurrent dans l'histoire de la science-fiction. Alors toi, tu sais encore mieux que moi, hein, je pense que tu as des lectures absolument phénoménales dans ce domaine-là. C'est une thématique récurrente, hein, la grande pandémie, le virus, etc. Donc ça a été déjà décliné. Donc forcément, moi-même, comme tous mes camarades de ma génération, on y a pensé. J'ai pensé un moment à ce sujet. Je l'ai écarté d'emblée parce qu'il m'est apparu soudain d'un tragique terrible alors, voilà, et ça me rendait mal à l'aise de parler de maladie, de mort, alors que je peux affronter les thèmes violents. Hein. Et puis, je dirais presque le héros, on sait qui est le héros. Le héros, c'est le scientifique, c'est celui qui va découvrir le vaccin ou le traitement. Et donc, voilà, c'est un genre qui est assez désespéré et assez tragique. Donc, je l'ai écarté comme ça, tout naturellement, et il s'est invité tout simplement aujourd'hui sur toute la planète. Et c'est ça qui est absolument sidérant, c'est qu'au moment où tout circule à une vitesse phénoménale à cause du numérique, je dis grâce et à cause parce que hein, on est sur le fil du rasoir, il y a la chose extraordinaire, comme disait si bien Paul Virilio, il y a chaque nouvelle invention invente aussi la catastrophe qui va avec, et on est quand même là, on est entre les deux. Effectivement, ça va très vite, mais ça va tellement vite que finalement, c'est aussi dangereux d'une certaine façon. Et donc, voilà, donc c'est une réalité qui appartenait il y a quelques temps encore, il y a quelques mois, à l'improbable et qui tout d'un coup est devenue une réalité qui a sidéré. Alors, l'effet de sidération planétaire est total. Donc, tout le monde est impacté, y compris les gens qui n'ont jamais ouvert un livre, même pas de science-fiction, mais même un livre tout court. Et donc, tout ça, ça nous amène à et ton développement est évidemment très intéressant sur la culture. Ça, je suis absolument d'accord qu'après cet événement qui n'a pas fini de nous occuper la tête, je pense qu'on en a encore pour 1 an peut-être, va accélérer. Alors, la rupture de transmission était en route, hein, déjà, à cause du numérique. Rupture de transmission évidente. Là, elle va être accélérée, elle va être... on va repartir sur autre chose. Il va y avoir un dégagisme terrible. Le terme, je pense il convient très, très bien, y compris à des formes de culture. Donc, tout ça, c'est très, très, très inquiétant. Et moi, je sais en même temps, je ne vais pas être dans le négatif parce que je pense que l'être humain et je pense que les nouvelles générations sont en train, et ce que tu viens de dire est très juste sur les concerts, il se passe quelque chose peut-être qui va impliquer les gens. De toute façon, sont moins dans le contact physique, dans le déplacement peut-être. Ils ont cette espèce d'addiction qui fait que pour l'instant encore, ils aiment bien être confinés avec leur matériel numérique, ils sont chez eux et ils se projettent complètement dans cet univers, cet écran qui les emmène vers des amis qu'ils ne connaissent pas. Donc ce côté très, 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 très virtuel, complètement virtuel, ça ne va pas durer. Je pense que dans 10-15 ans, va s'ouvrir une nouvelle forme de culture, mais il va y avoir des gros dégâts au réveil de l'après-pandémie. Et c'est déjà en route, hein, les choses se mettent en place malgré elles, quelque part. C'est vrai que c'est un vieux thème de la science-fiction. Évidemment, la science-fiction cyberpunk, hein, dans laquelle on peut aussi placer en partie du travail d'Enki Bilal, hein, bien sûr, même en tant que précurseur hein, du cyberpunk. Mais bien avant, je ne sais pas si tu connais ce livre de E.M. Forster qui a écrit Passage to India, qui s'appelle The Machine Stops, La machine s'arrête, un livre de 1909, incroyable, un petit livre où qui décrivent les gens qui sont en fait, ils vivent sous terre et ils sont liés par des objets qui sont un peu de l'ordre du téléphone ou comme un ordinateur, mais ce n'est pas décrit exactement comme ça, évidemment. Et tous sont reliés à une très grande machine qui les tient ensemble, qui les fait vivre ensemble. Et évidemment, comme dans la plupart de ces ouvrages, il y a un groupe de rebelles qui est à la surface et qui survit malgré tout. Et le jour où la machine s'arrête, ce sont ces gens qui sont les laissés pour compte de la société qui vont la sauver. Donc, c'est cette thématique des gens qui sont reliés entre eux à travers la technologie, elle est déjà ancienne. Et en effet,
la science-fiction imagine toujours qu'à un moment, la machine, la machine s'arrête. Comme toi avec Bug. Oui. Alors, ouais, alors Bug, c'est marrant parce que Bug, c'est une. Alors moi, je vais faire très court sur l'évolution de mon travail. Finalement, il suit tout simplement l'époque que je vis. Je crois que c'est aussi simple que ça. J'ai commencé par du fantastique, alors très inspiré de Lovecraft. Alors je sais qu'on partage aussi cette passion pour cet écrivain sulfureux, mais si fort et si puissant. Et puis ensuite, j'ai rencontré Pierre Christin et on a fait du social. On a fait du social français, des régions, etc. Euh, Politiquement à gauche, hein, mais sans être militant. Et puis ensuite, on a élargi le spectre sur l'Europe, l'histoire, les phalanges de l'ordre noir, partie de chasse, des albums politiques, prospectifs, partie de chasse qui annonce quelque part la fin du communisme. Et donc tout ça, ça suit tout simplement, ou ça précède un peu, c'est ça aussi l'intérêt, et d'être auteur, artiste. Quand on a en plus cette ouverture sur le futur proche, on est dans ce domaine de science-fiction, effectivement, ou de prospective. Et donc, je ne fais que suivre quelque part et précéder. Et précéder, là, avec humilité, je dis précéder, oui. Et notamment, je l'ai fait avec les phalanges, avec le sommet du monstre. Parce que là, en fin de compte, c'est une façon de régler un problème du réel. Et ce problème du réel, c'était la guerre en ex-Yougoslavie, donc un pays qui m'est cher, parce que j'y suis né, que j'y avais ma famille, enfin, c'est mes origines, mes vraies racines. Et cette guerre, plutôt que de la regarder, de la traiter comme une catastrophe naturelle ou en temps réel, j'ai essayé de l'analyser et de la projeter dans un futur proche, une trentaine d'années. Et c'est comme ça que j'ai pu imaginer finalement quelque chose qui est arrivé très peu de temps après, avec notamment les attentats obscurantistes, puisque l'obscurantisme était venu se greffer sur la guerre de l'ex-Yougoslavie, parce que je l'ai senti. Et il y a aussi ça, je pense, que la forme de liberté qu'ont les auteurs de science-fiction, les écrivains ou les artistes qui ont le cerveau qui s'est quelque part préparé à force de lecture, parce que ça, il y a quand même un acquis, malgré tout, ce qui est très important, c'est en lisant les grands auteurs de science-fiction, on ouvre son champ de vision, c'est quelque chose qui paraît tellement évident. Et donc, cette ouverture m'a permis tout simplement de m'engager sur un futur proche. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris que la guerre en ex-Yougoslavie, ce n'était pas qu'une question de nationalisme. C'est ce que disaient tous les intellectuels, ce que disait l'Europe, ce que disaient les États-Unis, l'Occident. C'était aussi une guerre de religion, larvée, mais totalement une vraie guerre de religion. Et ça, c'est ça qui a servi de détonateur au sommet du monstre. Donc, sommet du monstre, c'est la religion, l'obscurantisme. Là aussi, je suis en avance quelque part, puisque les tours de New York seront abattues en 2001 par l'obscurantisme religieux. Et donc, après ça, c'est pour arriver à Bug, je traite de la planétologie, l'écologie, j'aime pas trop le terme, la planète qui se révolte contre les hommes, tout simplement. Donc, c'est une fable, vraiment. Et lorsque j'ai fini ce cycle-là, je me dis, bah voilà, j'ai devancé, j'ai cheminé sur une route que l'humanité arpente. Moi, j'essaie d'être un peu devant, je le suis parfois, je me permets cette liberté, cette audace. Que faire maintenant? Eh bien, le bug, quelque part, s'est imposé comme étant la solution qui règle toutes les thématiques à venir. C'est-à-dire que le bug, ça veut dire qu'on est entré dans un monde numérique et qu'on est soumis. On est soumis à ce monde-là et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une révolution qui est tellement gigantesque. C'est la plus grande révolution de l'humanité sur le plan technologique, technique. Et on ne peut plus revenir en arrière. Donc l'idée, c'était de dire, mais si on revenait en arrière, forcé par quelque chose. Le bug, c'est ça. Donc quelque part, c'est une thématique qui est sans fin. C'est-à-dire que on peut, moi, j'ai presque trop de vision avec une thématique comme celle-là. Donc, je suis obligé de tailler dans le vif. C'est clair que dans Bug, il y a aussi cet élément qui est récurrent dans ton œuvre, qui est la question de la mémoire. Et en fait, comment, à la perte des données, c'est la perte évidemment de ce que l'on est. Aujourd'hui, si on perd son téléphone, potentiellement on perd toutes ses photos, ses contacts, etc. Et quand j'ai lu Bug, moi, ça m'a fait penser à une œuvre qui n'a rien à voir, mais que j'aime beaucoup,
également, d'un Young British Artist, un jeune, enfin, donc, une œuvre du début des années 2000, 2003 peut-être, mais une nouvelle fois qui n'a rien à voir, qui s'appelle Breakdown, c'est de Michael Landy. C'est un artiste qui a détruit l'intégralité de ses possessions. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait répertorier par des assistants tout ce qu'il possédait. Donc, il y avait 8000 objets, et ça va d'œuvres que d'autres artistes super célèbres lui ont offert, qui valaient des millions, à des choses de sa famille, jusqu'à ses carnets de santé, son passeport, etc. Et tout est détruit. Et tout est répertorié et tout est détruit devant lui, donc dans une espèce de truc de chaîne de destruction comme ça. Et donc ça, c'est le début de l'œuvre. Et ensuite, le bazar absolu, parce qu'en fait, comme il n'a plus d'identité, il n'a plus de permis de conduire, il n'a plus rien, il n'a plus, il n'a plus rien du tout. En fait, il disparaît de la société. Et évidemment, il fait une dépression nerveuse terrible parce qu'après, il se confronte à l'administration. Enfin, il est un peu aidé par ses galeristes, mais il n'a plus d'appart, il n'a plus rien, quoi. Bref. C'est en plus de tout. Voilà. Et en fait, c'est intéressant de voir que même alors qu'il avait de l'argent sur un compte en banque, et puis comme il n'a plus rien, il n'a plus de clé, il n'a plus de carte de crédit, etc., et ben, en fait, il n'existe plus. Donc, voilà. Et donc, d'une certaine manière, comme aujourd'hui, c'est dématérialisé, Bug, c'est aussi ça. C'est comment est-ce qu'on perd son identité en perdant ses possessions numériques, quoi. Ses possessions numériques, dont sa mémoire. Alors sa mémoire vive, mais pas sa mémoire. On perd sa mémoire vivante, pardon, mais pas on perd sa mémoire vive, mais aussi on perd sa mémoire vivante. Parce que la mémoire vivante, c'est le cerveau, s'affaiblit au contact du numérique qui rend paresseux. On est bien d'accord, hein, moi, le premier, je suis très paresseux là-dessus. Je mets souvent des fichiers de côté en disant ça m'intéresse beaucoup, je vais le regarder bientôt. Et je ne le regarde jamais, je le perds, je ne sais pas où je l'ai classé. Mais c'est une forme de fonctionnement du cerveau qui est très. Ça a commencé avec les gratuits, par exemple, dans la presse, hein, les gratuits dans le métro. Quand c'est arrivé, je discutais avec un rédacteur en chef qui s'occupait d'un de ces magazines, enfin d'un de ces quotidiens, et qui était très excité en disant c'est formidable parce que c'est nouveau, ça va amener de nouveaux lecteurs et ça va aiguiser l'appétit de lecture. Les gens dans le métro, ils vont être confrontés à la réalité, au contact de l'actualité, etc., etc. Et je lui dis, mais attends, est-ce que tu n'as pas peur qu'au contraire, ils s'habituent à ce côté très digest, très réduit d'informations? Mais non, ils auront toujours après la possibilité d'aller acheter Le Monde l'après-midi. Bon, ça partait d'un bon sentiment, mais je n'y croyais pas du tout. Et on a vu la catastrophe que la presse est en train de vivre, parce que précisément, les gens ne veulent plus lire. Ils veulent des trucs très rapides, et puis Internet, les réseaux sociaux accélèrent tout ça. Donc, on est dans cette mutation qui est absolument... elle est, comment dire, incontrôlable. Hein. On est obligé de la subir, mais la mémoire vivante, celle du cerveau, s'affaiblit malheureusement, parce qu'elle ne travaille plus assez. En tout cas, elle est remplacée en partie. On peut dire qu'on a externalisé une partie de notre mémoire sur des. Voilà, nous sommes quand même des cyborgs. On est des cyborgs, en fait. Oui, exactement. Mais lorsque un bug arrive et que tout est asséché et que tout disparaît, bon. Alors moi, évidemment, dans Bug, il y a quand même un personnage qui a recueilli tout ça. Pour l'instant, dans les 2 premiers volumes, oui, l'astronaute, il en est à peine conscient. Hein. Donc, dans le 3, je suis en train de travailler dessus, il est en train de prendre conscience de ça, de son pouvoir, et là aussi, ça peut aller dans tous les sens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi quand on regarde, et tous les deux, on s'intéresse à ça, avec la culture que l'on a par notre passion de la science-fiction, on a forcément un regard qui est différent quand même sur le futur. Alors évidemment, on ne parle pas des blockbusters américains, des space opéra. Moi, j'adore le space opéra, mais bon, ce n'est pas le problème. Là, on est en train de se poser la question de ce qu'est notre planète dans sa situation actuelle. Alors, en pandémie, terrifiant, une espèce d'apnée, de situation. On est en apnée, une planète entière en apnée quand même depuis plusieurs mois, c'est pas rien. Et on est en train de se poser la question en même temps de la folie d'imaginaire humaine qui continue de prospérer littéralement. Un type comme Elon Musk est totalement
totalement hors norme, mais il est le représentant de cette nouvelle humanité qui, mêlant les affaires, l'audace, une forme de folie, il est en train d'imaginer quand même des implants cérébraux, en train d'imaginer d'aller sur Mars, il est en train d'imaginer, et il y arrive. Il fait décoller une fusée et la fait reposer. La même peut resservir. Enfin, on ne se rend même pas compte, mais des choses sont en train d'arriver et qui, là aussi, lorsqu'on se réveillera au sortir de cette espèce de cauchemar en apnée, on va se rendre compte que les choses ont bougé et que la nouvelle génération qui va vouloir et devoir prendre le pouvoir, elle ne le prendra pas avec les partis politiques traditionnels, avec le fonctionnement de l'Occident finissant. Hein. Là aussi, il y aura quelque chose de nouveau. Alors, voilà, après, si on se lève d'un pied joyeux, on peut se dire ça va être super. Si on se lève un peu plus on va dire c'est la cata. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas s'ennuyer dans les 10 années qui viennent. Non, mais dans les œuvres d'Enki Bilal, c'est assez rarement joyeux quand même. C'est un peu ironique parfois, mais c'est quand même. Il y a un second degré quand même. Toujours. Oui, il y a un second degré, mais le fond est quand même plutôt sombre. C'est vrai, je reconnais. Mais bon, en même temps, il n'y a rien de plus ennuyeux que l'utopie. Hein. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Absolument d'accord. Parce que si tout va bien, voilà, tout va bien, il n'y a pas d'histoire. Hein. Ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Donc, et puis, comme dit le personnage principal, j'ai oublié le nom dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, genre l'être humain se fatigue d'être heureux. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais ça comment dire, ça définit parfaitement ma démarche. Voilà. En tout cas, j'aime bien être heureux. Hein, je fais tout pour l'être. J'essaie de faire ce qu'il faut, mais le raconter, non, ça ne m'intéresse pas. Non, puis après, il y a peut-être une petite, un petit devoir ou une petite volonté de mise en garde quand même dans la science-fiction aussi, dans ton œuvre aussi, hein, de dire, voilà, après, qui est parfaitement inutile, hein, malheureusement, on l'a vu. C'est-à-dire que la science-fiction met en garde souvent sur des choses terribles qui peuvent se passer et en fait, elles se passent quand même. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, non, mais c'est rarement une œuvre artistique, une œuvre aura, comment dire, déterminé le sens d'une société. Hein, c'est ça, c'est un petit peu triste, sans doute, mais on a perdu Enki. Alors, moi, je l'ai perdu en tout cas. Ouais. Voilà, le bug. Je pense qu'il va revenir. Là, hein, tu as bugué. Hein. On t'entendait plus. Ah d'accord, c'est Bug qui se venge. Bug, hein, il s'invite à notre débat. Bonjour Bug. Non, donc je ne sais plus ce qu'on disait. On disait des choses forcément intéressantes. Non, on était sur la mutation de la société, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on l'attend tous, on la vit tous. Et elle relève aussi d'une science-fiction. C'est pour ça que je pense qu'elle a changé. Parce que même les sujets scientifiques les plus prenants, alors je parlais tout à l'heure de Elon Musk, mais des sujets comme par exemple la nanotechnologie, c'est quelque chose qui existe déjà. Je veux dire, c'est déjà dans nos veines, on a des traitements, on peut avoir des traitements, on peut avoir c'est des évolutions absolument incroyables. Alors évidemment, là, on a essayé de s'adapter à un ennemi nouveau, mais on va réussir à le vaincre, et puis il y en aura d'autres qui apparaîtront, ainsi de suite. Mais cette dimension-là, on vit avec elle. C'est comme l'iPhone, effectivement, le téléphone portable. On vit déjà depuis 15 ans, 20 ans, 30, je ne sais même pas combien de temps, finalement, ça fait longtemps qu'on vit avec. Et on ne sait même pas que finalement, c'est devenu le prolongement de notre cerveau, que finalement on est addict et qu'on est soumis. On s'en rend compte que lorsqu'on perd son téléphone portable, ça c'est arrivé à tout le monde, lorsque tout d'un coup tout disparaît. Donc c'est ce rapport, l'humain est en train de découvrir ce que les auteurs du 19e siècle, 20e siècle, on a parlé de Jules Verne, etc., avaient imaginé, tenté d'imaginer à leur manière. Et quelque part, nous, on peut être satisfait de voir qu'on avait raison
d'aller puiser notre passion à des textes comme ça. Bah justement, tu parles de Jules Verne, Enki. Patrick, vous avez ouvert l'espace Jules Verne au sein de la Maison d'Ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure, le musée de la science-fiction. Enki, tu as réalisé des couvertures, enfin des illustrations de couverture pour des ouvrages de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, 5 semaines en ballon, et j'en passe. Ouais. Vous êtes donc tous les deux, par votre parcours, lié à cet auteur. À l'époque, au 19e siècle, quand Jules Verne écrit, c'est plus de la fiction scientifique que de la science-fiction, puisque le terme n'est pas encore, n'est pas apparu comme on le connaît aujourd'hui. Il est donc, comme je disais, très présent chez vous. Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire du genre, puisqu'il est à la croisée, visiblement, de tous les parcours, et qu'est-ce qu'il représente pour vous, plus particulièrement, dans vos carrières respectives? Moi, c'est lié forcément c'est lié à la langue française, moi. Parce que j'ai la particularité, comme beaucoup de gens, de plus en plus maintenant, d'être arrivé dans un autre pays. Moi, je suis arrivé à l'âge de 9-10 ans en France, à Paris. Et donc, j'ai dû apprendre une nouvelle langue. Et l'apprentissage de cette langue, pour moi, c'est un grand moment, un souvenir de passion, littéralement. Je me prends de passion pour la langue française. J'adore la matière scolaire qu'on appelait la rédaction. J'adorais la rédaction, j'adorais écrire. Et Jules Verne m'a fait partie de ceux qui m'ont fait aimer la langue française avec Baudelaire. Alors, je cite toujours Baudelaire parce que Baudelaire, lui, c'était l'aspect sulfureux. J'avais 13-14 ans, je ne comprenais pas grand-chose. Hein. Je dis, mais de l'agencement des mots, la musique. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Et pour revenir à Jules Verne, lui, c'est dans le déroulement, dans cette vision, cette vision planétaire, le voyage, le déplacement, la science. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a passionné littéralement. Donc c'est là que en fait, c'est un des détonateurs de ce que je suis devenu maintenant, c'est-à-dire un auteur, un raconteur d'histoire en images ou pas en images, peu importe. Mais donc pour moi, Jules Verne fait partie c'est un pilier pour moi. Alors, c'est vrai que pour moi aussi, parce que moi-même, je suis arrivé dans un pays francophone à l'âge de 8 ans. J'habitais au Brésil, enfin, je suis né au Brésil, et je suis arrivé, je parlais français déjà, mais là aussi, je me suis plongé dans la littérature. Je suis arrivé dans la Suisse, un pays que je trouvais assez triste, assez morne, donc je me suis un peu plutôt renfermé et je me suis plongé dans la littérature. Et Jules Verne a été un très, très grand catalyseur. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, enfin, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on a réussi, que ce soit Enki ou moi, à lire Jules Verne à l'âge de 8, 9, 10 ans, parce que c'est quand même assez. Enfin, c'est pas si facile à lire que ça, hein. C'est quand même assez long. C'est un peu rébarbatif, hein. Enfin, aujourd'hui, essayer de lire genre 2 ans de vacances ou 20 milieux sous les mers même, hein. Genre, il y a la description de toutes les plantes sous-marines, tous les poissons. Enfin, c'est pas super fun. Mais voilà, c'est quelque chose qui, quand vous êtes embarqué dedans, c'est quand même un raconteur d'histoire, quoi. Donc, et c'est surtout quelqu'un qui fait, dans le but, dans la Voile extraordinaire, c'est monde connu et inconnu. C'est raconter la Terre. Donc, raconter l'ensemble de la surface de la Terre, aller sous les mers, sous la Terre, et ensuite, évidemment, aller dans l'espace. Et ça, ça a été pour moi une espèce de vision panoptique. Et c'est ce dont Enki parlait en début de cet entretien, de se rendre compte de où on est sur cette Terre, et qu'on fait partie de cet environnement et où se trouve la Terre dans un univers ultra vaste. Et ça, il y a une espèce d'ouverture comme ça avec Jules Verne qui est importante. Et ensuite, dans un côté plus professionnel, si on veut, je suis devenu ami avec quelqu'un qui me dit bah, viens chez moi, tu vas voir, il y a un truc marrant et tout ça. Et son père, en fait, parlait tout le temps de Jules. Et je ne comprenais pas qui était ce Jules, qui n'était clairement pas leur frère ou leur cousin, etc., mais qui avait une pièce à lui. Et un jour, il m'ouvre cette pièce et en fait, il y avait l'une des collections privées, peut-être la plus belle collection privée autour de Jules Verne au monde, quoi. Incroyable truc, quoi. Et donc là, j'étais fou, quoi. Et genre, j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Et en fin de compte, c'est avec ça qui, bien plus tard, on a fait cet espace Jules Verne en Suisse avec cette grande collection. Donc, ça a été un moteur incroyable. Et aujourd'hui, à Nantes, qui est l'une des villes de Jules Verne avec Amiens, on essaye
de continuer en fait dans cet esprit vernien. Il y a le Grand Éléphant, vous connaissez les machines de Lille de François de la Rosière et Pierre Orifice, il y a le Carrousel des mondes marins, il y a un projet qui j'espère verra le jour dans les prochaines années qui s'appelle Outil du travail, c'est la Cité de l'imaginaire, mais qui est vraiment, l'idée c'est de développer le musée Jules Verne, qui est aujourd'hui un petit musée à Nantes, pour vraiment s'attaquer à ce personnage qui a marqué la ville. Il a marqué l'esprit de la ville. Nantes, c'est le surréalisme, c'est cet esprit de décalage que l'on trouve chez Jules Verne aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais tu as dit un truc qui explique finalement les choses, c'est que c'est le monde des adultes, le regard des adultes qui a décrété que Jules Verne fallait le lire à 10 ans. Finalement, oui. En disant que pour les adultes, c'était trop fantaisiste, il y avait trop de choses qui ne pouvaient pas exister, les machins qui volent, les trucs. Donc c'est bon pour les enfants, alors que c'était effectivement trop tôt pour les enfants. Mais la magie opère quand même, a opéré quand même. Mais ça dit beaucoup de choses sur le monde des adultes par rapport à l'imaginaire. Donc ça, c'est une première chose. C'est comme un peu quand on encourage les enfants à dessiner, quand ils sont petits. Vas-y, dessine, dessine. Et puis à un moment donné, lorsque les enfants arrivent à l'école, au stade de l'école où ils ont appris à écrire, à parler correctement et surtout à écrire, là, on leur dit, c'est bien, maintenant que tu écris, tu peux arrêter de dessiner. En gros, ça revient à ça. Et non, il ne faut pas arrêter de dessiner. Il faut continuer à dessiner, à écrire, à imaginer, et il faut lire de la science-fiction. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faut lire la presse. Et ça fait aussi la presse, hein, en régression. Moi, je trouve qu'on est en grave régression, mais ça fait partie de tout un tas d'effets de la fin d'un système politique mondial qui s'essouffle, d'une mutation. Donc tout ça, c'est sans doute normal on se dira, il y a eu 2 décennies de. Mais en tout cas, il faut lire, écrire, et voilà, faut se battre pour la culture, oui, absolument. Mais c'est vrai que la science-fiction, ça a été la contre-culture à un moment. Et c'est difficile. Moi, je n'ai pas vraiment vécu ces périodes-là. Métal Hurlant, Nova, tout cet environnement intellectuel en France dans les années 70, c'était quand même totalement dingue, parce que la science-fiction et la littérature d'imaginaire, c'était des genres qui étaient en dehors du mainstream, vraiment, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de mainstream. En fait, aujourd'hui, on peut être c'est assez passionnant aussi, hein, et c'est très complexe. Peut-être qu'on a été un peu hors de la norme dans les années 70 ou même 80, ou même peut-être jusqu'aux années 90. Voilà, on écoutait certains types de musique, hein, punk ou gothique ou électronique ou que sais-je. On lisait de la science-fiction, Lovecraft, ou voilà, on s'intéressait à certaines bandes dessinées. Et aujourd'hui, en fait, on peut à la fois être ultra pointu dans les dessins animés japonais et écouter du rap français ultra commercial. Voilà, tout est possible en fait. Il y a une fragmentation complète de ces intérêts. Alors qu'avant, en fait, il y avait des espèces c'était plus, on va dire, en tuyau d'orgue, me semble-t-il, la consommation culturelle même, la manière dont les choses étaient vendues au public. Donc, il y avait une espèce de culture établie et des cultures parallèles. Et aujourd'hui, tout ça, me semble-t-il, pour le meilleur et pour le pire, a un peu volé en éclats. Et effectivement, alors là, moi je ne serais pas sur ce terrain-là du genre c'était mieux avant, mais effectivement, ces années 70 et début des années 80, entre 75 et 82, 3, il y a eu une forme de folie généralisée, y compris dans l'humour. Ça touche plein de pans de la société culturelle, hein, sur le plan de la création, le théâtre, l'opéra. Enfin, on était dans la démesure. La bande dessinée a connu à ce moment-là son énorme révolution, hein, littéralement, avec des dissidences violentes, hein, pilotes qui explosent littéralement, qui donnent naissance à des satellites incroyables qui sont l'écho des savanes, Métal Hurlant, tu l'as cité, etc. Donc, ce sont des viviers. Alors, ça va avec les radios libres, le rock, le punk, etc. Donc, voilà, c'était comme ça des périodes où c'était possible, où en même temps la société elle-même demandait ça. Il y avait une forme je veux dire, jusqu'au moment où arrive tout d'un coup le premier
coup près, la première alarme violente, c'est le sida tout d'un coup qui arrive. Donc voilà, tout ça, c'est la vie des sociétés qui est passionnante à étudier, bien sûr. Là, on est aujourd'hui on est dans une société qui a été tétanisée littéralement par un truc incroyable et sublime qui est le numérique. Cette révolution est absolument incroyable. Mais quelque part, la société a été tétanisée. Après, les développements économiques, financiers, je n'entrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, la société est en train de souffrir de ça. Elle est en train de digérer ça, cet outil qui modifie tellement le fonctionnement des gens, y compris le fonctionnement des êtres les uns par rapport aux autres. Ça, c'est un grand sujet de science-fiction aussi. Hein. C'est 1984, la déshumanisation. Là, est-ce qu'on est encore vraiment humain? Hein, avec cette histoire on a des amis qu'on ne connaît pas qui sont virtuels et on reste dans sa chambre et on voit personne. J'exagère, mais ça existe. Au Japon, il y a eu des études terrifiantes où un garçon de 25 ans n'avait jamais vu une vraie fille, n'avait jamais des mangas. Donc, je veux dire, ça crée voilà, donc on est dans cette marche de la société qui fonctionne toujours avec les avancées de l'intelligence humaine, mais aussi avec forcément l'aspect sombre qui correspond à chaque nouvelle avancée. C'est vrai que là, le cyberpunk dans les années 80 a vraiment senti le pouls de la société, hein, puisqu'il imaginait qu'un environnement, enfin là, c'est évidemment, on a Blade Runner en tête, mais dans la littérature science-fiction, entre William Gibson, Bruce Sterling et Tom Maddox et bien d'autres, où voilà, on vit connecté et en fait, les États-nations ont été remplacés par les corporations. Et aujourd'hui, quand on voit que les nations essayent de s'attaquer à des grands, enfin aux GAFA et à d'autres enfin, grandes sociétés comme ça, sans vraiment y parvenir, en fin de compte, voilà, c'est le monde de la science-fiction du milieu des années 80, c'est le monde que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant d'aller voir dans la science-fiction, et il y a beaucoup de science-fiction vraiment intéressante qui se fait encore, entre autres par des écrivains qui font la littérature générale, parfois aussi. Hein, donc aujourd'hui, les frontières, elles ont aussi un peu glissé parce qu'il y a certaines formes de science-fiction qui sont devenues des formes très commerciales. Voilà, quand on regarde, c'est très étonnant pour moi, hein, étant adolescent, en lisant Lovecraft, Robert Howard, Heinlein, Bradbury, ces genres d'imaginaire, c'est des genres qui étaient en décalage par rapport à la norme. Et aujourd'hui, quand on regarde Netflix, bon voilà, 80% de la production qui fonctionne, c'est super-héros, heroic fantasy ou que sais-je. Mais dans ces interstices, il y a quand même des gens qui viennent se glisser parfois avec des propositions qui sont toujours politiques et qui sont toujours loin du pur divertissement. Et c'est là où ça m'intéresse le plus. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Maintenant, je vais passer à quelques questions des On a perdu spectateurs. Enki. Ah, on a perdu Enki. Alors, j'espère qu'il va réussir à se reconnecter juste au moment où j'allais commencer à poser mes questions. Tu m'entends? Enki, tu m'entends? Ça y est, moi, je suis revenu là. Ok. Bah, tu vois, de la science-fiction, on parle. Je pense que on n'y est pas encore vraiment dans ce qu'on a imaginé, ce qu'on a envie d'imaginer. Donc la prochaine fois, on sera matérialisé sous forme d'hologramme. On sera face à face tous les deux. On ne pourra pas se serrer la main. Je pense que nos mains se traverseraient, mais on s'entendrait parfaitement parler. Et on serait face à face. Mais on sait bien que c'est assez simple en fait. Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est en fait, enfin, vraiment, si on y mettait les moyens, on pourrait le faire. Oui, parce que Mélenchon l'a déjà fait alors. Oui. Je disais, Enki, que j'allais passer aux questions des spectateurs. On a reçu quelques questions. Une question notamment de Christophe qui vous demande ce que vous pensez de l'ère de l'exploration spatiale, alors que dans le même temps, le monde aujourd'hui semble dans une période très incertaine. Je ne sais pas si on peut relier les deux. Alors, Elon Musk le relie complètement de la manière la plus naïve, mais en même temps, il a l'air d'y croire, puisqu'il pense qu'on peut imaginer même. Enki, est-ce que tu nous entends?
Alors, de mon côté, je l'ai perdu. Ouais, moi Votre... aussi, j'ai... Ah non, c'est bon. On t'a encore... Ah non, tu je étais suis encore coupé, Enki. parce que j'étais parti sur Mars. Ah, Donc c'est je pour ça. disais que Elon Musk, il y croyait dur comme fer à la possibilité qu'un voyage pas interstellaire, mais interplanétaire puisse permettre à la société, peut-être des humains, de préserver une survie. Bon. Alors, ça, il est le seul à être comme obsédé par Mars, la NASA un peu aussi. Les autres avancées, la conquête s'est arrêtée avec le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est arrêté pourquoi? Parce que le règlement de compte, le bras de fer entre États-Unis et l'URSS avait trouvé un vainqueur, donc les États-Unis. Et ben, du coup, après, on considérait que c'était plus la peine de continuer. C'était une affaire d'ego, de gros sous. C'est très cher, donc on a un peu laissé tomber. Je pense que maintenant, ce qu'on attend plus, c'est alors que la Lune de nouveau intéresse les Chinois, les Japonais. Les Chinois, ils vont forcément vouloir marquer leur territoire en dehors de la planète. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout, on attend surtout des signaux. On cherche des signaux. Apparemment, il y a eu des ondes radio qui ont été reçues d'une exoplanète de 51 années-lumière de chez nous. Ça a l'air sérieux. Voilà, c'est récent. J'ai vu ça tout à l'heure. Moi, c'est vrai que la question de la conquête spatiale, elle m'attriste un peu, puisque c'est évidemment un rêve que tout passionné de science-fiction a, mais qu'aujourd'hui a été, voilà, qui à la fois participe un peu à un imaginaire qui semble complètement éculé et qui n'est réactivé que dans les fantasmes un peu, on va dire presque crypto-fascistes. Hein, Elon Musk, enfin, pour moi, c'est un malade mental. Je veux dire, il veut transformer une planète alors que nous, on a déjà une planète en fait. Et en fait, on ne vit pas, on ne vit pas sur cette planète. On fait partie de cette planète. C'est quand même assez différent. Et aujourd'hui, ce qu'il envoie comme message, et ce que une partie des gens qui travaillent sur la conquête spatiale envoient comme message, c'est que nous serions que des, enfin, c'est ce mythe genre que la Terre c'est le berceau de l'humanité et que en grandissant on quitte le berceau. Euh, Moi je n'y crois pas. Je crois que on est partie prenante de cet organisme très complexe qui est cette terre. Hein. C'est pas être particulièrement écolo, c'est pas être hippie que de penser ça. Voilà, des gens sérieux, James Lovelock, il y a bien longtemps, on théorisait ça. Et lorsqu'on a un environnement, enfin, comme celui dans lequel on est avec la pandémie, on voit que sans doute, on n'est que des êtres qui vivent avec la planète et pas que sur cette planète. Quoi. Et je vais terminer avec une autre question de Didier qui, cette fois-ci, alors t'interroge un peu plus directement, Enki, sur la réalité augmentée, mais Patrick, par extension, tu pourrais y répondre aussi. Il demande donc, est-ce que Enki Bilal se voit utiliser la technologie de la réalité augmentée pour permettre à un visiteur de voir sa création pas à pas, de donner vie ou relief 3D à une œuvre, ou peut-être même de faire apparaître des choses par-dessus d'autres œuvres. Et là, il fait référence directement au fantôme du Louvre. Et tout ça, toujours à travers de l'écran d'un téléphone portable. Alors, je trouve que c'est effectivement, ça fait partie de ces technologies du futur, mais qui sont déjà à l'œuvre. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de voir, de travailler un peu sur ces technologies. Je suis moins, comment dire, je reste quelque part assez peut-être traditionnel dans ce cas-là. Je reste sur l'écrit, sur le dessin, la peinture. Les grosses technologies me passionnent en fin de compte en tant que spectateur, mais j'ai pas forcément envie de m'y plonger. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de temps. C'est extrêmement technique. Il n'y a pas de sensualité de la création. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai fait des films. La partie 3D, c'est très, très ardu. Voilà, j'ai fait un film qui mélange les deux. La partie 3D est totalement ratée parce que c'était trop tôt. On m'avait fait croire que ce serait bien, qu'on aurait les outils, mais je ne les ai pas eus. Par contre, la partie avec les acteurs, la chair, l'humain, ça m'a évidemment beaucoup plu. Donc, je reste, moi, quelque part, dans ce côté traditionnel. Je ne suis pas traditionnel d'ailleurs, mais pur.
va faire mot pur, parce que je suis de la tradition, je ne suis pas du tout accroché à ça. Donc, cette espèce de pureté du geste, de l'esprit créatif. Voilà, ça reste là-dessus. Par contre, l'outil est exceptionnel. Et effectivement, celui qui entrerait dans une... Didier, donc, qui serait intéressé par l'immersion dans un univers, par exemple, créé par un moi, j'imagine parfaitement. C'est assez bluffant. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu l'expérience, notamment dans la grotte de Lascaux. Alors, j'ai eu la chance de visiter la grotte de Lascaux, la vraie. Déjà, ça, c'est un grand souvenir pour moi. C'est le plus beau, la plus belle visite de musée que j'ai jamais faite. Mais j'ai aussi eu l'occasion de visiter la grotte de Lascaux de manière réalité augmentée, donc en étant complètement en lévitation dans la grotte. Et c'était absolument on va dire fascinant, c'est troublant, c'est fascinant. Mais c'est un travail énorme, c'est gigantesque. Donc voilà, moi je crois que chacun a sa place. Si quelqu'un veut développer mon univers entre Enki, on a de nouveau perdu Enki. Non, c'est bon. Oui. On n'a pas eu tout à fait la fin de ta phrase. J'ai fini. D'accord. Alors, Patrick. Nous, au Léonique, on travaille pas mal sur ces questions-là parce qu'aujourd'hui, pour le spectacle vivant, pour la scène, même pour les expositions, il y a ce rapport qui pourrait être changé avec l'expérience du spectateur par le fait qu'on a tous des technologies embarquées avec nous et par le fait qu'à terme, il y aura des éléments d'augmentation qui pourront venir transformer la vision du spectateur. Et Enki l'a mentionné, ce qui manque aujourd'hui, et c'est sur quoi on travaille, c'est l'écriture par rapport à ces médias-là. Ces médias sont déjà pas complètement au point, et donc il faut vraiment attendre pas mal d'années pour que ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple. Et surtout, il faut des gens qui pensent ces médias en tant que tels. Il ne s'agit pas de transposer tant des propositions d'un média papier ou un média film là-dedans. Il faut vraiment commencer à créer des choses spécifiques à ces réalités augmentées ou virtuelles. Et parfois, ça fonctionne lorsque on a des propositions comme une bibliothèque la nuit d'Alberto Manguel et Robert Lepage qui étaient passés, entre autres, à la Bibliothèque nationale, où avec des cases de réalité virtuelle, on explore les grandes bibliothèques et on voit à la fois la bibliothèque du Capitaine Nemo, la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, mais évidemment aussi la bibliothèque de Sarajevo en train de brûler. Voilà, ça crée des expériences qui sont très particulières, mais elles ont été faites pour ce média. Donc, je pense que, enfin, moi, j'aimerais aussi me plonger dans les mondes d'Enki Bilal par réalité virtuelle, mais en fait, avec la bande dessinée, ça marche très très bien déjà. Hein. Bah, merci à tous les deux. Non, c'est l'art de... Ah, pardon, Enki. Ouais. Ah. Enki. De nouvelles aventures, bien sûr. Oui. On a perdu le début de ta phrase. Est-ce que tu veux bien reprendre? Non, je dis que j'étais très heureux de cette rencontre avec Patrick. Moi, et que voilà, aussi, on a tellement de, je pense, on a tellement de points communs, de visions communes, évidemment des différences, des goûts, des têtes. Mais voilà, moi je pense quelque part, quand on a cette culture de la science-fiction, je pense qu'on a peut-être un regard plus acéré sur le monde. Voilà, mais ça n'engage que moi, mais je pense. je ne veux pas te contredire sur ce point, mais en tout cas, je pense que le regard, il se fait politique aussi, au sens vraiment initial du terme. Quoi. On est inscrit dans son environnement. Contrairement à ce que les gens pensent que de ceux qui s'intéressent à la science-fiction, c'est pas un procédé d'éloignement du réel, c'est au contraire un procédé où le réel revient à nous de façon très forte et on se le prend parfois en pleine figure. Exact. Merci à tous les deux pour cette discussion très riche, ces échanges très éclairants. Merci aussi à tous les participants qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous ont posé des questions. Et donc, on se retrouve Enki en janvier pour de nouveaux rendez-vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Patrick, à très bientôt. Merci Enki Bilal. Au plaisir vraiment. On se verra, on se fera déjà
le coude. Un check Je de pense que coude. ça aura disparu. Ouais. Parce qu'on pourra se resserrer la main, j'espère.